Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission dédiée au streaming et aux séries sur Tech Co. Et on vous parle chaque semaine, vous avez l'habitude maintenant, des nouveautés de Netflix, Disney+, Amazon Prime, Canal ou encore Arte.tv même. Mais il y a une plateforme dont on parle assez peu en fait, c'est YouTube. Pourtant il y a des séries dessus, il y a des formats en tout cas qui ressemblent à des séries plutôt rares, on va pas se mentir, c'est pas le format principal de YouTube, mais il y en a qui valent parfois le coup d'œil et ça va surtout peut-être changer de dimension avec un nouveau format qui vient d'être diffusé, ça vient de commencer. C'est une série en 4 épisodes conçue par le youtubeur Michou. Certains ne le connaissent peut-être pas, on va vous le présenter, vous rassurez-vous. Ça s'appelle Terminal. C'est un format qui nous a un peu interpellés, donc on a décidé d'y dédier cette émission. Pour en parler avec moi, je suis ravi d'accueillir deux invités spécialistes de YouTube, des influenceurs de tout ce petit monde. On va commencer avec Salomé Ferrari. Salut Salomé. Bonjour. Salomé, tu es journaliste à Tech Co. Les gens peuvent te lire sur le site, ils connaissent, C'est ça. si ce n'est ton nom, peut-être ta tête, puisqu'on te voit aussi dans les chroniques. C'est beaucoup, mais sur, on peut espérer. dans l'émission Tech Co de François Sorel, tu passes régulièrement pour faire des petites chroniques. Et donc, tu suis particulièrement pour nous le secteur des influenceurs et des créateurs de contenu. Tu regardes beaucoup YouTube, donc. Oui, souvent. Trop. Un peu trop, je pense, mais Voilà. c'est pour On le a travail. chacun ses petits vices là-dessus. Mais oui, c'est pour le travail, on est payé pour ça. Et puis en face, un autre spécialiste du sujet, c'est Yannick Ponce. Bonjour Yannick. Bonjour. Yannick, donc toi, tu es responsable de la stratégie de Reach, c'est ça? Reach, c'est une Exactement. agence spécialisée dans l'influence. Exactement, nous on va accompagner les annonceurs, donc les marques, dans leur stratégie d'influence marketing, donc sur la façon dont ils vont travailler avec les créateurs de contenu comme Michou que j'ai cité. Qui sont devenus aujourd'hui quasiment indispensables dans les plans de com, en tout cas dans les lancements de certains produits parfois. Exactement. Aujourd'hui, c'est une erreur pour une marque de ne pas réfléchir à l'influence marketing parce que ça a un impact très fort sur les Français. Qui plus est, quand on voit les communautés de ces figures de YouTube et dont certaines sont donc dans Terminal, c'est notre débat de la semaine. C'est une phrase qu'on attribue régulièrement au patron de Netflix, Reed Hastings. Il l'a répété à plusieurs reprises. Son concurrent le plus menaçant, ce n'est pas Disney+, ce n'est pas Prime Video, c'est YouTube. YouTube, parce qu'effectivement, en termes de temps d'écran, c'est là que les gens passent le plus de temps aujourd'hui, que ce soit sur leur ordinateur, sur leur téléphone, dans les transports, et même de plus en plus maintenant, on voit que sur la télévision, tout simplement, les gens, via les téléconnectés, connectés, via leur console de jeu, en fait, se mettent YouTube comme divertissement. C'est chaque jour un peu plus menaçant pour les plateformes de stream. Enfin, menaçant, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, pour elles, c'est menaçant. Les créateurs de contenu, d'autant qu'ils ont de plus en plus de moyens. Maintenant, ils ont des communautés qui s'agrandissent et ils arrivent à faire des formats de plus en plus inventifs. Et donc, des séries, parce que pourquoi pas, et notamment donc Terminal, qui a été créé par le youtubeur Michou. Michou, c'est 10 millions d'abonnés au compteur, voilà, c'est quand même pas trop mal. Et ça lui donne des moyens forcément conséquents, puisque quand on a une telle force de frappe, on peut avoir des sponsors, on peut avoir des moyens pour tourner des formats ambitieux. Et Terminal en est la preuve, c'est une série en 4 épisodes d'1h30 chacun, a priori, en tout cas le premier dure 1h30, donc on est quand même sur quasiment 6 heures de contenu, avec du budget. Salomé, est-ce que tu peux déjà commencer par nous présenter le concept de Terminal? Terminal, c'est un petit peu un Hunger Games, mais avec des créateurs de contenu. Donc, pour ceux qui n'ont pas forcément vu, en fait, on a mis 16 créateurs de contenu les plus un petit peu connus. Et c'est assez varié d'ailleurs. Il y en a des un peu plus anciens, des plus nouveaux pour la nouvelle génération. On les a mis dans un aéroport abandonné. Ils doivent survivre 48 heures tout seuls là-dedans. Donc, ils doivent se cacher, trouver à manger et surtout éviter les trackers. C'est des gens qui vont essayer de les trouver. Et s'ils se prennent une balle, ils sont éliminés. Et la dernière équipe en liste, parce qu'ils sont en binôme, sera gagnante. Quand je disais qu'il y avait des moyens, on parle d'un véritable aéroport abandonné qui est un lieu de tournage. Exactement, En fait, c'est ça, oui. qui est- C'est quand même 1 million d'euros de budget en Terminal, c'est énorme. Comparé à une émission, c'est pas grand-chose, parce qu'on prend un Koh-Lanta, c'est 1 million d'euros l'épisode, donc là, Bien c'est pas sûr. marquant, mais pour une vidéo YouTube, c'est assez conséquent. C'est plus de 200 personnes qui ont travaillé dessus. C'est 3 mois de montage derrière, c'est 90 caméras. C'est vraiment, c'était assez important comme discours. Voilà, chaque équipe est accompagnée par un C'est cadreur ça. personnel, donc il y a 8 cadreurs, plus les caméras fixes, des caméras de surveillance, etc. Voilà, il y a beaucoup de moyens là-dessus. Avant d'analyser un peu le concept plus en détail, Yannick, il faut dire un mot de ce casting. Salomé le disait, donc 16 créateurs de contenu, influenceurs, vidéastes. Alors, c'est des noms qui ne parlent pas forcément à nos auditeurs et téléspectateurs. Si vous ne regardez pas YouTube, et même si vous regardez YouTube, il y en a qui ne sont pas forcément les plus connus. Mais il y en a qui sont aujourd'hui inévitables dans ce monde de l'influence. Ouais, comme Salomé le disait, en fait, on a un casting qui a un très bon mélange en fait, entre des créateurs très connus. Je pense notamment à Inox Tag, Ouais. qui, grâce à Kaizen, a été très connu du grand public en France, à Domingo, par exemple, Michou, qui a déjà été cité, à d'autres moins connus, mais qui sont quand même des références de YouTube, quand même des références de Twitch. Et
c'est aussi l'avantage pour le grand public, c'est aussi de découvrir ces créateurs qui ont parfois des millions d'abonnés, mais peut-être moins connus du grand public. Et donc, tout ce petit monde fait équipe, on le disait, en paire de 2, C'est ça. avec des éliminations. C'est pas régulier, c'est-à-dire qu'on ne sait pas combien à la fin ils vont en rester. Peut-être qu'ils seront. Techniquement, ils ont dit qu'il devrait en rester qu'un. Donc, je ne Voilà. sais pas comment Donc, ça va marcher, peut-être. quelle mécanique Voilà. ils vont mettre en Sachant place. qu'on va pas Mais trop spoiler, à la fin du premier épisode, il n'y en a pas un quart qui sont sortis, quoi. Donc pour l'instant, c'est un peu lent. Je m'étais posé, moi, la question de faire ou non l'émission sur Terminal quand le format a été annoncé, parce que c'est un peu hybride quand même. C'est présenté comme une série, c'est-à-dire que Michou le vend comme une série en 4 épisodes. Ça sort un épisode par semaine, donc il y a ce phénomène d'attente. Mais tu l'as dit un peu, Salomé, ça ressemble aussi beaucoup à un jeu télé même presque, quelque oui. part, Ouais. qu'une chaîne comme TF1 aurait pu inventer d'une façon ou d'une autre. Ça, pour moi, c'est vraiment un objet culturel qui a la croisée un petit peu de 3 formats. Donc, la vidéo YouTube, forcément, parce que ce sont Ouais. des youtubeurs et qu'ils ont leur ADN YouTube, le jeu télé et la série. Et ça se ressent vraiment dans la narration parce que quand on commence la vidéo, c'est un jeu télé. On explique le concept, plus ou moins les participants, ok. Après, il y a un générique. On se dit, ok, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va commencer. Et à l'instant où le jeu va commencer, en fait, d'un coup, bam, on a un placement de produit, là, on retombe dans la vidéo YouTube. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est un peu presque les limites déjà du concept, c'est qu'en fait, on va faire qu'alterner entre ces différents types de formats. Et souvent, moi, pendant que je regardais le truc, je me disais, mais je ne sais plus ce que je regarde, si c'est une vidéo, un jeu, une série. Ça dépend. C'est vrai qu'il y a des moments, on a presque l'impression que c'est en live. Oui. Et puis finalement, il y a une espèce de scénarisation Ouais, c'est qui ça. finit par arriver. On se dit, ah non, mais ça a quand même été tourné, monté, etc. Et puis voilà, ce placement de produit qui nous ramène dans un autre Vraiment. monde. On sort d'un coup. Plus éventuellement, voilà, les pubs, si on a les pubs sur YouTube malgré tout. Donc ça nous rajoute aussi ça. Yannick, comment tu considères cet objet Est-ce que c'est une série Est-ce que c'est un format YouTube quand on en voit plein d'autres, c'est juste qu'il est découpé? C'est comme le disait Salomé, pardon, un peu à la rencontre de ces différents formats. Déjà, la mécanique, c'est un battle royale. Donc le battle royale, ça vient d'un film japonais de 99 ou 2000, j'ai plus la date exacte en tête, où des adolescents étaient parachutés sur une île et ils devaient survivre avec des armes et le seul survivant pouvait rentrer chez lui. C'est devenu une mécanique de jeu vidéo. Ouais. Il y a beaucoup de jeux vidéo qui utilisent la mécanique du battle royale aujourd'hui. Le plus connu étant Fortnite. Et je ne savais pas si je pouvais citer une marque. On peut citer Fortnite. Après, Terminal ressemble plus à Warzone, par exemple. Oui, qui est Exactement. Dans la DA, Battle Royale de Call of Duty. dans la DA, on peut retrouver en effet beaucoup d'images qui ressemblent à Warzone. Donc on a quand même une forte inspiration jeu Ouais. vidéo déjà dans la mécanique, mais aussi une forte inspiration dans la réalisation jeu télé. Je disais, ça me fait beaucoup penser aux émissions où on a un cadreur qui suit des participants, parfois en binôme, comme un Pékin Express par exemple. Et donc pour moi, on est vraiment à la croisée du jeu télé et du jeu vidéo, créé sur YouTube et donc filmé comme une vidéo YouTube, plus que d'une série scénarisée de A à Z avec des acteurs. Il y a une logique finalement parce qu'en fait Warzone notamment, mais les Battle Royale, c'est aussi ce qui a fait connaître beaucoup de ces créateurs de contenu qui se streament quand ils jouent, qui ont fait beaucoup de contenu là-dessus. C'est un format clé aujourd'hui sur Twitch et sur YouTube. Clairement, l'équipe star, en tout cas celle de Michou et Inoxtag, qui sont peut-être les deux plus connus, est une équipe de créateurs qui jouaient à Fortnite historiquement. Donc c'est une mécanique qu'ils connaissent plutôt bien. Et on voit beaucoup ça sur les réseaux, notamment sur YouTube, le fait de transposer des mécaniques de jeux vidéo à la réalité. On a vu du Mario Kart dans la réalité, on a vu d'autres jeux vidéo dans la réalité, et c'est pour le coup une mécanique assez classique des vidéos YouTube. Il y a quand même, je disais, voilà, ça ressemble beaucoup à un jeu, on l'a dit, il y a quand même la volonté d'en faire quelque chose qui ressemble un peu à une série par moment. Déjà, la construction, 4 épisodes, il y a quand même un climax à la fin du premier qui nous donne envie de regarder la suite. Il y a un générique aussi qui est un peu, qui est un peu particulier parce que du coup, effectivement, il nous ramène vraiment dans cet univers de série. Il est assez long, il est assez marqué, etc. Moi, il m'a fait penser à un générique de James Bond. Voilà, il ressemble beaucoup avec la... GoldenEye, exactement. Ouais, voilà, très GoldenEye. Alors, on revient peut-être aux jeux vidéo d'ailleurs via ça, mais ça reste quand même quelque chose qui est un peu nouveau quand même, dans la volonté de créer quelque chose de nouveau. Oui, je pense moi dans mon souvenir, j'ai pas le souvenir effectivement d'une vidéo qu'on a découpée en 4 épisodes et qu'on nous dit vraiment oui, c'est une série, sachant qu'en plus, il y a eu tout un dispositif de communication où le premier épisode a été diffusé en avant-première au cinéma. Donc ça aussi, ça marque l'événement et c'est pour un petit peu montrer aux autres que
oui, ça ressemble à des vidéos YouTube, mais qu'on a quand même mis plus de budget, qu'on s'est investi et qu'on essaye de créer des formats nouveaux. Et c'est justement ce que font les créateurs de contenu au quotidien, c'est d'essayer de trouver des nouveaux formats. On a eu des GP Explorer qui ressemblent à la Formule 4, on a eu des Loups-garous, le fameux jeu de société, version très scénarisée, etc. Donc c'est vraiment un petit peu l'idée de ces youtubeurs d'aller toujours plus loin, d'aller chercher le petit concept nouveau et d'innover. Et ça marche. Des fois ça marche pas, mais là quand même, c'est assez encourageant comme début. Et est-ce que c'est réussi? Est-ce que toi qui as vu le premier épisode, est-ce que ça t'a convaincu? Ça dépend ce qu'on regarde, j'allais dire. Déjà, en termes de statistiques, ça marche. Objectivement, Mmh. 3 millions de vues en 24 heures, c'est très honnête. Pour la chaîne de Michou, c'est à peu près dans les moyennes. Donc, Oui. on n'est que après 48 heures de diffusion, donc c'est pas mal déjà. Si on regarde le coût qu'il a mis, parce que 1 million d'euros, c'est ce qu'on se disait par rapport à koh c'est rien du tout. Franchement, par rapport à une émission, même à une série, c'est littéralement rien. Donc, même si des fois, c'est un petit peu brouillon, des fois, on s'ennuie un peu, je trouve que la réalisation, ça se tient quand même. Après, ça dépend ce que Michou espérait toucher comme cible pour moi, dans le Ouais. sens où il est vraiment resté dans sa communauté. Il fait du divertissement, il s'adresse à ses fans, c'est Mmh. son humour, parce que des fois, il y a des petites blagues, et c'est des blagues, entre guillemets, à la Michou, donc tout le monde ne va pas forcément aimer. Ouais, Alors que si on compare à Kaizen d'Inoxtag, qui est un petit peu l'autre projet très de marquant, très youtubeur, similaire, ouais. là, pour moi, lui, il a vraiment réussi à s'adresser à un public beaucoup, beaucoup plus large, parce qu'il touchait les amoureux du sport, les familles, les parents qui accompagnaient les enfants, et c'est pour ça que moi, Kaizen est un petit peu plus réussi que Terminal de Michou. Yannick, il y a peut-être un changement de dimension qu'il faut noter, au-delà du fait qu'on aime, on n'aime pas. Encore une fois, voilà, c'est Oui. des communautés qui ont chacune leurs fans. Les séries sur YouTube, ça a longtemps été des formats simples, des formats un peu comiques. Je pense à ce qu'a fait le studio Bagel, par exemple, à une époque où, en plus de leurs vidéos one-shot, il y avait des petites séries Ouais. qui étaient souvent payantes d'ailleurs. Mais voilà, on était sur du dialogue, de la comédie, de la vanne, etc., qui ne demandent pas un budget fou. Il suffisait de 3 costumes, un lieu, et on pouvait boutiquer quelque chose de tout à fait honorable. Là, il y a une ambition, quoi. Oui, en fait, il y a une prépondérance de l'humour historiquement sur YouTube et ça vient pas que de la simplicité de production. Mhm. En fait, chez Rich, on réalise une étude tous les ans pour analyser l'impact des créateurs de contenu sur les Français. Ouais. Et quand on regarde celle de 2025, près de 3 quarts des Français disent qu'ils sont sur les réseaux sociaux pour se divertir ou pour rire. Donc, on leur sert aussi ce qu'ils veulent. Oui. Et en fait, il faut aussi comprendre qu'un influenceur ou un créateur de contenu, il est dans une économie de l'attention où, comme tu le disais en intro aussi, il est en concurrence avec Netflix, avec TikTok, avec toutes les plateformes qui vont Mhm. proposer du contenu, avec les médias classiques. Et donc, il doit proposer des nouveaux contenus et il doit proposer aussi ce qu'attend son audience. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a beaucoup d'humour, même si on a aussi du documentaire. On parle de Kaizen, mais il y a énormément de documentaires sur YouTube. Il y a de la vulgarisation, etc. Il y a de l'actualité. Mais c'est vrai que YouTube est avant tout une plateforme de divertissement et d'humour parce que c'est ce qu'attendent les consommateurs. Après, les vidéos en plusieurs parties, ça a toujours existé. Mhm. Donc, on a des vidéos tout simplement part 1, part 2, donc partie 1, partie Ouais. 2. Et là, on est toujours aussi dans cette économie de l'attention, dans cette volonté de capter et de conserver l'attention de son audience, qui va revenir la semaine prochaine pour avoir la Mhm. suite avec un climax, avec un cliffhanger. Mais on a aussi des séries un peu plus récurrentes qui sont pas postées ou produites hebdomadairement, mais on a des influenceurs qui ont des vidéos qui ressortent tous les 2 mois, tous les 3 mois ou même toutes les plusieurs années Mhm. avec des personnages récurrents. Je pense à un Mister V notamment ou d'autres qui ont des courts-métrages avec des personnages qui reviennent régulièrement. C'est ce que là, je voulais qu'on touche qu'on s'éloigne un peu de Terminal et de ce qui vient d'être fait. Je voulais qu'on revienne par exemple sur l'exemple de Cyprien, qui a été peut-être qui a été à un moment le plus gros youtubeur de France, hein, en termes de vues. Ça remonte maintenant, c'est déjà pour les anciens, mais qui a été un des premiers à sortir de sa zone de confort, à dire voilà, moi je fais des petits sketchs, mais je vais faire des courts-métrages, des 20 minutes parfois, parfois dramatiques. Ça n'a pas toujours eu du succès, en tout cas pas le succès de ces vidéos courtes à sketch, etc. Mais c'est un de ceux qui a ouvert la voie. Oui, pour moi, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'il a vraiment ouvert la voie dans le sens, Cyprien, c'est un des premiers qui s'est lancé sur YouTube. Et effectivement, au début, on n'avait quand même pas beaucoup de moyens, c'était une caméra dans une chambre et c'est parti, on essaye. Mhm. Effectivement, ça a marché et au fur et à mesure, les créateurs, ils se sont vraiment professionnalisés. Ils ont commencé à avoir des moyens, que ce soit de la part de la publicité, des placements de produits ou même de YouTube, hein, tout simplement. Ils se sont dit, ok, nous, on arrive à avoir autant d'argent, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut réaliser ce qu'on a toujours peut-être eu envie de faire. Dans le cas de Cyprien, c'était vraiment les courts-métrages, il a souvent expliqué. Il s'est dit, je vais tenter. Et ça a été aussi d'ailleurs un des premiers à, par exemple, se lancer à faire des avant-premières de ses courts-métrages. Il y a 7 ans, il en faisait déjà. Donc, il a vraiment posé la voie. Et au fur et à mesure, si on voyait que ça commençait à marcher, et tout le monde,
tous les créateurs qui ont commencé à se spécialiser, à se professionnaliser, se sont dit, bah, ok, nous aussi, on peut réaliser ça. Et en plus, parfois, ça marche, et des fois, ça marche même très très bien. Enfin, ça fait des millions de vues. Donc, c'est pour moi un petit peu la suite logique de l'évolution de YouTube. Et ça leur ouvre aussi, eux, d'autres portes professionnellement, Exactement. puisqu'on ne reste pas dans sa même chambre avec sa même caméra toute C'est sa ça. vie. Mais ce qu'on disait, c'est que la jeune génération qui arrive, effectivement, elle a suivi les pas de ses ancêtres, on va Mhm. dire, enfin, qui ont petit à petit débloqué des cases. Ah, on peut faire des courts-métrages, ah, on peut faire des simili-jeux télé, etc. On a vu Squeezie qui aujourd'hui fait des productions démentielles qui coûtent des centaines de milliers d'euros à chaque fois. Il y a un éléphant dans la pièce dont on a un peu parlé depuis tout à l'heure, c'est Kaizen, c'est Inoxtag, documentaire phénomène qui est sorti l'année dernière. Je crois. Oui. Non, oui, c'est ça, C'est l'année dernière. septembre Oui, c'est 2020. ça, j'avais un doute. Donc il y a un an, donc documentaire pour ceux qui ne l'auraient pas vu sur son ascension de l'Everest, qui est le grand projet de sa vie jusqu'ici, hein, il y en aura d'autres après. Plus de 45 millions de vues sur YouTube. Ça montre que on peut rivaliser en étant un youtubeur avec des films de cinéma, quoi. La qualité du documentaire Kaizen, elle est assez impressionnante. Mm. Elle est même reconnue dans le milieu du documentaire comme étant sûrement un des plus beaux documentaires réalisés sur l'Everest. Donc clairement, on est dans une autre dimension avec Kaizen. Et en fait, ce qu'Inoxtag a fait, c'est qu'il a un peu brisé les barrières avec Kaizen. Il a brisé les portes du cinéma, mais il a aussi brisé pas mal de barrières psychologiques. Il est allé chercher une autre audience. Je pense que 45 millions de vues, c'est 2 Français sur 3. Donc, Et il y c'est a beaucoup plus que sa base à lui, Beaucoup puisqu'il a, je peux dire, une dizaine de millions d'abonnés aussi. sur YouTube, Plus on est à peu près à ça. Et tout réseau cumulé, il est à plus, mais clairement, presque tout le monde en a entendu parler, parce que ça a aussi beaucoup fait de bruit dans les médias. Et Il y a eu une diffusion sur TF1, exactement. c'est quand même pas anodin. Donc Ciné, TF1 Et Disney+. Aussi. Et Disney+, voilà. Disney+. Même les aussi, plateformes de j'avais oublié. streaming ont tenté de récupérer un petit bout de ce Bah, tant qu'ils avaient qu'à faire. perdu, quoi. Et donc, pour moi, ça a été le grand boom un peu qui a fait prendre beaucoup d'avance à la creator economy en France. Parce qu'on a vu qu'un projet d'un créateur de contenu pouvait être aussi réussi, pouvait toucher autant de monde. On a en France une creator economy qui est vraiment puissante et qui est impressionnante. Tu as parlé du GP Explorer. C'est aujourd'hui un projet qui est mondialement connu. Kaizen aussi, et ça nous a permis de prendre beaucoup d'avance et on est un des marchés les plus créatifs de la création de contenu. Est-ce que c'est une revanche pour ces créateurs de contenu? Ils ont quand même longtemps été un peu regardés de haut par tout ce milieu de l'audiovisuel qui disait oui, non mais c'est bien, ils font des petits trucs avec leurs petits moyens, nous on fait des vrais films, on fait des vraies séries, on fait des vraies émissions de télé. Aujourd'hui on voit typiquement Kaizen, il y a eu une sortie en salle avec plus de 300 salles je crois, quasiment 300 000 entrées aussi. 340 000. Ouais. Voilà, c'est quand même énorme. Il y a des comédies françaises avec des acteurs très connus qui ne font plus 300 000 entrées aujourd'hui. Avec des millions et des millions de budget. Voilà. Pareil, Terminal sorti en salle, limité, notamment dans les cinémas MK2, il y a eu un partenariat. Exactement. Combien d'entrées 40 000 entrées, donc 30 000 en France et 10 000 à l'étranger. en 2 Sur jours? 2 je jours, crois, sur une semaine d'exploitation qui est très difficile parce que c'est la en rentrée, plus. et avec le Z-Event en concurrence, donc honnêtement, Voilà, c'est c'est bien. quand même pas rien. On voit que les salles de cinéma, elles essaient quand même de les attraper par le corps. Ils disent attendez, vous avez l'air d'avoir du succès, nous on galère un peu, peut-être venez nous voir. C'est une revanche. Une revanche peut-être, parce qu'en effet, les premiers créateurs de contenu qui ont été invités sur des plateaux télé étaient moqués ou ignorés. Et on a en tête certaines images, notamment de Squeezie très mal à l'aise sur un plateau où on lui parlait clairement mal. Aujourd'hui, je pense que surtout ces médias classiques ont mis du temps à se rendre compte, à anticiper l'impact que les créateurs de contenu avaient ou allaient avoir sur les audiences. Aujourd'hui, ils essayent généralement de se rattraper un peu, de rattraper ces audiences en invitant certains créateurs à avoir même des émissions de télé, hein, on l'a vu, mais ça marche pas extrêmement bien. Généralement, pour moi, il y a 2 explications. C'est que la première, c'est que les audiences cherchent, et c'est peut-être même la principale, cherchent sur YouTube ce qu'elles ne trouvent pas à la télé. C'est-à-dire qu'on peut regarder un contenu quand on veut. Alors oui, il y a le replay pour ça, mais surtout, on peut interagir. Interagir avec son créateur via les commentaires, mais aussi interagir entre membres de la communauté. Et il y a quelque chose de très collectif dans YouTube, dans Twitch, où on n'est pas là que pour regarder un contenu, mais pour interagir avec, pour le commenter, ce qu'on peut faire à la télé juste avec son voisin de canapé. Et le second, je pense aussi, c'est que on ne demande pas la même chose à un acteur, on ne demande pas la même chose à un présentateur télé
qu'un YouTuber qui doit être toujours dans le lien. Et à nouveau, je reparle d'engagement et de communication. On est beaucoup plus horizontal et beaucoup moins vertical sur YouTube, sur Twitch ou d'autres plateformes. Je voulais terminer ce débat avec un autre exemple dont on aurait pu parler, qui aurait pu faire un autre sujet d'émission, puisque dans 2 jours, on enregistre le mercredi 10 et le 12 septembre sort sur Amazon Prime le film d'un certain YouTuber qui s'appelle Mister V. Le film s'appelle Mac Walter, comédie policière tirée de sketch, justement, si on veut Exactement. tirer le concept de série très loin. Bah voilà, il y a eu, je crois, 2 ou 3 sketchs de Mac Walter. Ça en est devenu carrément un film qu'il a coécrit et qui est réalisé, je crois, par Simon Astier, donc qui est quand même voilà, une famille de cinéma. Euh, pour le coup, est-ce que c'est ça la dernière barrière? Puisque les films de youtubeurs, pas forcément ce qui a le mieux marché, quoi. Non, c'est pas forcément ce qui a le mieux marché, mais ça peut s'expliquer par le fait qu'au début, on n'a pas forcément laissé toutes les clés aux youtubeurs. On leur a dit, OK, quand on est une chaîne de télé, un cinéma, etc., on s'est dit, OK, votre audience, elle nous intéresse. On voit effectivement que vous faites des millions de vues et on ne peut pas l'ignorer factuellement. Mais on aimerait bien que vous fassiez quelque chose pour nous, mais dans notre format. Et forcément, quand on les oblige à rester dans un format télé qui ne fonctionne plus trop auprès des jeunes et qu'on bride leur créativité, c'est vraiment aux antipodes de ce qui fait le succès des youtubeurs sur les plateformes. Alors que là, vraiment, le projet de Mister V, c'est vraiment lui qui a eu cette idée et qui s'est dit, OK, en fait, moi, j'ai créé quelque chose sur Internet, je veux juste l'exporter au cinéma parce que, d'un côté, c'est quand même souvent un rêve d'enfant de se dire, Bien OK, sûr. moi, je vais réaliser mon film au cinéma, c'est cool. Et ça crée l'événement, c'est très important pour les créateurs de contenu aujourd'hui de créer l'événement, de rassembler les communautés. Et on lui a plus ou moins, c'est lui qui est automanette, je crois qu'il a participé en partie à l'écriture du script, Ouais. et il va jouer, etc. Donc on lui laisse vraiment libre cours à sa créativité. Et pour moi, c'est comme ça que les acteurs un petit peu plus traditionnels de l'audiovisuel peuvent réussir à faire des partenariats avec des créateurs de contenu. C'est vraiment en leur laissant les clés et pas en les bridant et en leur imposant des formats. Ce qui est intéressant, Yannick, c'est que c'est diffusé sur Prime Video. Donc c'est Amazon qui fait confiance, c'est l'écosystème Internet qui fait confiance à l'écosystème Internet encore. Il n'y a pas de sortie en salle pour ce film. On est encore peut-être la dernière marche à franchir, c'est arriver à convaincre qu'un format pensé, écrit, joué par un YouTuber peut avoir sa place, non pas sur une sortie événementielle comme il est sur Kaizen, on parle de 2 jours au cinéma, mais d'avoir vraiment une sortie complète en salle, quoi. Oui, tu le disais, aujourd'hui, le cinéma, il est utilisé de façon événementielle. C'est pour créer l'événement, la sortie de Kaizen, la sortie de Terminal, pour faire du bruit. C'est presque une action de relation publique, en quelque sorte, Ouais. pour faire du bruit autour de la sortie. Là, avec Amazon Prime et Mac Walter, c'est assez différent. Déjà, Amazon Prime on n'est pas à son coup d'essai parce qu'ils avaient déjà réalisé, au moins publié, Merci Internet, le documentaire sur Squeezie. Donc il y avait déjà des liens entre création de contenu, entre créateurs de contenu Amazon Prime. Et il ne faut pas oublier que Twitch appartient à Amazon, qui est aussi la maison mère d'Amazon Prime. Et donc ils ont un double intérêt là-dedans. Sur Mac Walter, on est clairement dans une autre dimension. En effet, c'est intéressant parce qu'on donne plus de clés aux créateurs de contenu. À voir si un concept de sketch qui durait 20 minutes peut se transposer en un film, je ne connais pas la durée, mais qui doit être autour d'une heure et demie, et aller chercher un autre public. Est-ce qu'on va garder le même humour que sur les sketchs et donc peut-être se restreindre, ou est-ce que on va un peu trahir en quelque sorte l'origine des sketchs pour aller chercher un plus grand public? Il faudra voir ce que ça donne. Quand on voit la bande-annonce, on n'a pas l'impression qu'il ait fait Non. beaucoup de concessions. Non, vraiment c'est dans ce que le même j'allais humour. dire. J'ai vu la bande-annonce hier Voilà. et je pense que c'est vraiment du La copier-coller. question, et- effectivement, plutôt, est-ce ça que marche. le public va adhérer de but en blanc à un univers qu'il ne connaît pas, un humour qu'il ne connaît pas forcément? Voilà, en tout cas, une évolution qu'on va suivre dans notre émission à nous, les séries, le streaming, tout ça bouge un peu plus chaque jour. Est-ce que Reed Hastings a raison de s'inquiéter? Est-ce que YouTube peut manger Netflix un jour? On sera là si jamais ça arrive. En attendant, on va terminer l'émission avec les séries de la semaine. Les coups de cœur de nos invités pour vous guider un petit peu dans ce que vous pourriez regarder, ce que vous auriez raté en l'occurrence, puisque 2 séries plutôt anciennes aujourd'hui, mais qui sont de rattrapage potentiel si jamais vous n'avez pas vu la première. J'espère que vous ne l'avez pas vue quelque part parce que ça veut dire que vous allez la découvrir et vous aurez la chance de découvrir Fleabag. Salomé, c'est ta série préf? C'est une de Simplement. mes séries préférées, objectivement. Et Fleabag, d'ailleurs, ça veut dire sac à mouche. Donc déjà, le titre est assez marrant. Et ça donne le ton, d'ailleurs, de toute la série. Et en fait, c'est le surnom qu'on donnait à Phoebe Waller-Bridge, donc, qui est la réalisatrice de cette série. Et qui est plus que la réalisatrice, parce qu'en fait, elle avait fait un petit sketch
un one-woman show et elle a décidé de l'adapter en série. Et elle a réalisé, elle a écrit, elle joue, c'est l'actrice principale. Et en fait, on va suivre, pour un petit peu pitcher rapidement la série, on va suivre une trentenaire londonienne qui est assez spéciale, hein, parce que bon, elle est célibataire, elle a un humour assez acerbe, elle est accro au sexe et surtout elle est un petit peu perdue et un petit peu en dépression parce qu'elle a perdu sa meilleure amie avec qui elle tenait un café qui était lié au cochon d'Inde, si je dis pas de bêtises, donc le pitch est assez spécial. Et en fait, elle va un petit peu se cacher derrière justement toutes ces aventures qu'elle enchaîne pour cacher tout son mal-être, et c'est ça que je trouve hyper intéressant parce que c'est derrière un humour qui est très, très, très anglais. Par contre, il faut aimer, hein, c'est quand même assez spécial. Moi aussi, j'adore, donc voilà. Et elle a une tendance aussi à briser un petit peu le quatrième mur pour critiquer tout le monde à tour de bras et un petit peu à n'importe quand, tout son entourage. Et derrière tout ça, en fait, elle va essayer d'expliquer comment elle se sent, et c'est-à-dire très mal. Et je trouve que le contraste vraiment entre cet humour décapant et les thèmes qu'on aborde est assez incroyable. Et c'est un bijou. C'est un bijou, et vraiment, juste pour la dernière scène, je conseille de regarder cette série. C'est rempli de personnages qui sont juste géniaux. C'est une série qui fait beaucoup de bien à regarder par ailleurs. Pas tellement, parce que je sais que les journalistes du Guardian, quand la série s'est terminée, ils ont publié un guide justement pour survivre à la fin de Fleabag. Donc, oui, c'est vrai que là, une fois qu'on s'en sépare, c'est un petit peu dur. C'est comme une rupture. Mais c'est une excellente série à rattraper si vous ne l'avez jamais vue, et à revoir si vous l'avez déjà vue. Ça ne mange pas de pain. C'est en plus en 2 saisons. C'est assez court, il y a 12 épisodes. C'est à voir sur Prime Video, d'ailleurs, en ce moment toujours. Yannick, de ton côté, Rome. Ouais, Rome. Encore plus ancien que Fleabag. Bien plus ancien. Mais une des premières séries choc de HBO, on peut dire. Ouais, en fait, Rome, déjà, j'ai pris un coup de vieux en voyant la date de sortie, c'est 2005. Ouais. On est à la grande époque d'HBO, quand HBO était peut-être la seule chaîne à sortir des séries de qualité. Ouais. Et donc, en 2005, ils sortent Rome, qui est pour moi une série dont on ne parle pas assez. On la voit peu dans les tops. Quand on parle des top séries, on parle souvent des Sopranos, de The Wire, de Breaking Bad, qui sont vraiment le top des séries. Je trouve que Rome, on n'en parle pas assez, elle devrait être dans ces classements. Rome, qu'est-ce que c'est ? Souvent, on en parle comme Game of Thrones avant Game of Thrones. De précurseur de Game of Thrones. Ouais. Et presque la série qui a permis de faire Game of Thrones. C'était une des séries les plus chères et qui reste encore aujourd'hui une des séries les plus chères. Je crois qu'on a attendu la 6e saison de Game of Thrones pour atteindre les budgets de Rome. C'est d'ailleurs à cause des budgets que Rome n'a pas pu aller jusqu'au bout, parce que les ambitions étaient dantesques. On a recréé une ville de Rome, on recrée le Forum à 60% de sa taille. C'est une coproduction, donc HBO et BBC. Donc faut le voir comme une série épique, violente, dans la fin de la République romaine et le début de l'Empire. Donc on suit des personnages qu'on connaît au moins un peu, comme Jules César et d'autres. Et en fait, on va observer toute la société romaine avec des personnages qui sont parfois des personnages très connus, d'autres beaucoup moins connus. Et donc on arrive à observer toutes les strates de la société romaine. On est impliqué dans la série dès la première scène et dès le premier épisode. On est dans les intrigues, on a envie d'avoir la suite. Pour moi, c'est vraiment une des meilleures séries. C'est largement dans mon top 3 et j'encourage tout le monde à la regarder. Une série qui a quand même marqué, et puisque notamment elle a fortement inspiré, en tout cas il y a eu une tentative de reproduire l'effet Rome sur Prime Video l'année dernière avec For Those About to Die, qui était lamentable, lamentablement raté. Voilà, on n'a pas tous le talent de HBO quand il s'agit de faire des choses avec beaucoup de budget. Mais donc voilà, allez revoir Rome, c'est dispo sur HBO Max. Voilà, pour ceux qui sont abonnés. Merci beaucoup Yannick. Avec grand plaisir. Yannick Ponce, responsable, je rappelle, de la stratégie de l'agence Reach. C'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui pour évoquer ce petit pas de côté vers le monde de l'influence. Et merci Salomé. Avec plaisir. Journaliste à Tech & Co, je le rappelle, on va pouvoir te lire sur notre site tous les jours pour parler de YouTube, mais pas que, de la tech en général. Cette émission, elle est comme toutes les autres, elle est à revoir en replay sur notre site, sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. Vous avez l'habitude. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant.